Alors, en tout cas, ça me fait plaisir de venir parler ici, c'est la deuxième fois d'ailleurs que je viens parler ici, notamment de Charles Martel, auquel j'ai consacré un bouquin avec un collègue, Christophe Nodin, qui est sorti en 2015. J'étais médiéviste, voilà, et depuis j'ai dérapé. Voilà, donc, je suis devenu médiévaliste, en fait. Je m'occupe maintenant principalement, mes recherches sont consacrées en fait à la vision du Moyen-Âge, après le Moyen-Âge. Voilà. Alors après, c'est une vaste question. On a consacré d'ailleurs un dictionnaire avec deux collègues là, qui est là, donc dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire à cette question, qui est sorti il y a quelques mois. Et donc on travaille en fait à comment le Moyen-Âge est perçu est perçu à l'époque contemporaine. Alors c'est vrai que c'est le cœur de l'intervention d'aujourd'hui. Je vais quand même un petit peu parler de la bataille de Poitiers. Donc voilà, on va parler donc de Charles Martel, principalement de Charles Martel, des visions de Charles Martel et des visions de Jeanne d'Arc à l'époque contemporaine, mais vous allez voir, je vais devoir aussi un peu élargir la focale parce que voilà, certaines choses sont liées aussi à ce qu'on a pu dire avant. Je vais essayer de faire une demi-heure de chat pour chaque en fait. Alors le problème c'est qu'évidemment Charles Martel, et vous allez voir pourquoi il n'y a pas tant de choses que ça. Jeanne d'Arc, c'est l'inverse, il y a beaucoup. D'ailleurs, si vous avez pu voir d'ailleurs dans l'expo, donc si vous avez commencé à voir l'expo qui est très bien sur Jeanne d'Arc dans le Poitou, vous avez vu là, c'est une expo qui est consacrée à 50 ans seulement, en fait, à une cinquantaine d'années des usages de Jeanne d'Arc dans le Poitou. Vous voyez que c'est quand même très dense déjà. Donc, alors imaginez dans le monde, là, voilà, c'est absolument énorme. Donc Charles Martel, évidemment, personnage qui aujourd'hui est consubstantiellement lié à la bataille de Poitiers de 732, bataille de Poitiers qui ne s'est pas déroulée à Poitiers en plus, parce que bon, en fait, on ne sait pas trop où s'est déroulée la bataille. En gros, c'est entre ici et Tours, en Angleterre, dans les pays anglophones d'ailleurs, on appelle cette bataille the Battle of Tours. Voilà, donc parce que voilà, on pense que ça s'est plutôt déroulé à Tours. Bon, qu'importe. Moi, il y a deux choses si on regarde un peu sur ce qui s'est pas, si on regarde un peu cet événement, il y a quelques petits trucs à retenir. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, avec Christophe Nodin, on a voulu insister quand on a fait notre bouquin. C'est essayer un peu avec le peu de sources qu'on a, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose comme source sur la bataille de Poitiers 732. La plus grande source qu'on ait, c'est une source en fait qui est écrite qui s'appelle la Chronique mozarabe, qui a sans doute été écrite une vingtaine d'années après la bataille, qui a été écrite sans doute par quelqu'un qui n'a pas été témoin de cette bataille et qui en fait fait une page. Donc c'est pas grand chose en fait. Même si sur cette page en fait c'est intéressant parce qu'on peut aussi avoir des informations. Par exemple dans cette chronique mozarabe, jamais le chroniqueur, qui est anonyme en plus, vous voyez, ça ne nous aide pas. Hein. Donc, on sait juste que c'est un mozarabe, donc c'est un chrétien vivant, d'accord, dans l'Espagne en fait musulmane. Donc jamais il ne décrit les deux camps avec des termes comme chrétiens et musulmans. Et donc il n'emploie d'autres termes. D'un côté, il dit les Européens, de l'autre les Arabes, ou les Ismaéliens. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une chose en fait qui est importante de retenir, plusieurs choses qui sont importantes de retenir sur cette bataille, c'est que il n'y a pas. Alors, ça c'est la question qu'on pose très souvent. En fait, est-ce qu'il y a eu un projet d'invasion? Est-ce que si les Arabes avaient gagné, alors en plus, les Arabes, c'est une grande partie de l'armée. L'armée était en grande partie composée de berbères, voilà, donc c'est pas forcément des Arabes. Et il y a sans doute aussi des Visigoths chrétiens dans l'armée d'Abderrahman qui arrivent. Donc bon, est-ce qu'il y aurait eu une installation s'ils avaient gagné? A priori non. En fait, voilà. Donc même si encore une fois, je pourrais jamais. Je pense que on pourra jamais vous répondre avec la moindre certitude parce qu'on n'a pas de texte. Même les textes du côté musulman, du côté en fait sarrasin, en fait, les premiers textes qu'on a datent du XIIe siècle. Vous voyez, c'est pas. Et puis il n'y a pas grand-chose. Mais il y a aussi d'autres choses à retenir, c'est qu'il n'y a pas de projet de croisade, par exemple, du côté de Charles Martel, parce que le concept n'existe pas encore dans la chrétienté. L'idée d'une guerre sainte des croisades, c'est le XIe siècle, voilà, donc, et même c'est plutôt la fin du XIe siècle. Tout comme il n'y a pas de djihad en fait, du côté sarrasin, en fait, parce que concrètement, ce concept-là de djihad, de guerre sainte, en fait, est formalisé
un siècle après la bataille de Poitiers, donc dans un autre contexte. Il n'y a pas aussi, on en parle souvent de ce concept-là de choc de civilisation, ça c'est un truc on en a beaucoup parlé depuis les années 90 par rapport à Poitiers, comme quoi il y aurait une espèce de civilisation chrétienne unie contre une civilisation musulmane unie. Bon, bah, si vous regardez la carte qu'on a mise dans le bouquin, en fait, faut bien comprendre que la situation géopolitique, pour employer un terme contemporain, en 732, elle est très 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 complexe dans la Gaule, parce que tout bêtement, vous avez Charles Martel qui est un Austrasien. Donc Austrasie, bah, vous voyez, en fait, c'est le nord-est en fait, de la Gaule, donc, qui comprend aussi des régions qui appartiennent aujourd'hui à l'Allemagne ou à la Belgique. Et d'ailleurs, généralement, Charles Martel est plutôt, vient de sa famille, qu'on appelle les Pipinides, viennent de Herstal, en fait, donc concrètement, c'est en Belgique, en fait, actuelle. Donc, bon, eh bien, c'est un Austrasien qui conquiert la Austrie, qui en plus est qui est un maire du palais, donc c'est pas le roi en titre, mais il a les rois à la fois austrasien et austrien sous sa coupe. Et en fait, son but, c'est de reconstituer le Regnum Francorum, donc le royaume des Francs de Clovis, qui comprenait avant la Bourgogne, au sens très large, en fait, vu que la Bourgogne, en fait, donc, quand on parle de Bourgogne à l'époque, ça comprend un espace très large, et puis l'Aquitaine, encore une fois, très large. Et l'Aquitaine, à l'époque, est une principauté quasiment indépendante, et qui est dirigée notamment par un duc, en fait, qui s'appelle Eudes, qui, en fait, est quelqu'un qui va, tout comme d'ailleurs d'autres, en fait, qui va jouer, en fait, un peu sur les deux tableaux. Parfois, en fait, il ne va pas hésiter à essayer d'établir des contacts diplomatiques avec avec les Sarrasins, qui ont conquis notamment donc, la Septimanie, à la fin des années 710. Et donc, voilà, il faut bien comprendre que dans cette histoire-là, en 732, par exemple, quelques mois avant la bataille de Poitiers, parce que la bataille de Poitiers, Eudes va s'allier avec Charles Martel, mais quelques mois avant, Eudes et Charles Martel se battaient, en fait, les uns contre les autres, en fait. Et en fait, en fin de compte, le grand perdant de la bataille de Poitiers, il y a Abderrahman qui meurt, donc le chef de l'armée sarrasine meurt, en fait. Mais le grand perdant de la bataille de Poitiers, c'est aussi Eudes, en fait, qui est obligé de faire appel à un de ses ennemis mortels, donc Charles Martel, pour l'aider contre cette armée, qui sans doute, encore une fois, a priori, c'est la théorie la plus plausible, sans doute, en fait, était partie pour un raid contre Tours. Pourquoi Tours? Parce que tout bêtement, c'est là où il y a l'abbaye Saint-Martin, et les Sarrasins font exactement ce que feront les Vikings un siècle plus tard, ils se dirigent là où il y a des sous. Voilà, donc là où il y a de l'or, et donc évidemment c'est dans les abbayes, tout bêtement. Donc ils ciblent ça. Donc, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que c'est une partie assez complexe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que, alors en plus l'Aquitaine, Charles Martel, je vous rappelle, c'est le grand-père de Charlemagne. Et l'Aquitaine ne tombera sous la coupe, en fait, des Carolingiens que 30 ans plus tard, en fait, après plusieurs campagnes, en fait. Donc il faut bien comprendre que c'est en fait, ce que fait Charles Martel, là, c'est une espèce de travail au long cours, cette espèce de mise sous coupe réglée de l'Aquitaine, c'est un travail au long cours. Et en fait, il saute sur l'occasion de cette attaque de 732 pour, en fait, aider Eudes, alors qu'en fait, évidemment, son but, c'est surtout donc, de reprendre le contrôle de l'Aquitaine. Et il va faire la même chose de l'autre côté, en Bourgogne, et puis aussi en Provence, 5 ans plus tard, en 737, il va y avoir, alors là c'est assez amusant, c'est que Charles Martel a carrément fait descendre ses armées le long de la vallée du Rhône, et là cette fois les Provençaux, qui sont des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au secours qui? Mais ils appellent au secours les Sarrasins, en fait. Voilà. Et donc notamment, il y a la ville de Béziers, par exemple, va être mis à feu et à sang, va être mis à sac par Charles Martel, en fait. Donc il y a donc le patrice Moron, qui est le patrice de Provence, qui est sans doute le chef local, en fait, qui appelle à l'aide des Sarrasins, ce qui fait que vous allez avoir une alliance entre des chrétiens et des Sarrasins contre Charles Martel. Donc encore une fois, il ne faut pas imaginer une espèce de choc frontal, d'autant plus qu'il y a un élément important, c'est que Charles Martel, imaginons, jouons un petit jeu, imaginez-vous, vous êtes dans la peau de Charles Martel en 732, donc un jour d'octobre, vous êtes devant l'armée d'Abderrahman et vous êtes dans la tête ou dans la peau de Charles Martel ou d'un guerrier franc, un guerrier austrasien qui vient du nord.
il n'a certainement, ce guerrier ou Charles Martel, il n'a certainement aucune idée de ce qu'il a en face de lui. C'est-à-dire, en fait, il sait que c'est des gens voilà, qui ne sont pas du coin, en fait, voilà, donc, voilà. Mais sauf qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est qu'un musulman. La connaissance de ce que c'est que l'islam va venir très lentement en Occident, même au XIIe siècle, hein, des gens, des grands intellectuels comme Pierre le Vénérable, qui est avec Cluny, hein, qui commence, hein, qui traduit, hein, c'est un des premiers à traduire en fait, des bouts de Coran, en fait, hein, donc, même lui ne sait pas ce que c'est, il est incapable de dire si c'est une religion monothéiste ou si c'est des païens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'emploie le terme sarrasin depuis le début. Le terme sarrasin est un terme générique, hein, au Moyen-Âge, hein, qui désigne des païens. Ce qui fait que dans certains textes du XIVe siècle, on va décrire par exemple Clovis, avant son baptême, comme un sarrasin. On va décrire par exemple les païens qui vivent en Lituanie au XIVe siècle comme étant des sarrasins. En fait. Donc il faut bien comprendre hein, cette espèce de schéma mental. Hein, les chrétiens, déjà au XIIe siècle, pas une idée très claire de ce que sont les Sarrasins, encore plus au 8e siècle en fait. Voilà, je passe très vite. C'était des petits points en fait hein, que je voulais aborder parce que ça permet aussi d'éclairer la suite. Alors je passe très vite sur les cartes parce que de toute façon c'est pas ça. C'est que par exemple la bataille de Poitiers, on en parle dans les sources médiévales. Hein. Vous avez par exemple les grandes chroniques de France qui sont en fait l'histoire vue par les rois de France en fait. Hein. C'est une espèce d'œuvre de propagande en fait hein, des rois de France. Hein, donc, qui a été écrite, hein, notamment à l'abbaye de Saint-Denis, hein, donc à côté de Paris, qui est vraiment une abbaye royale. Donc on est vraiment dans une œuvre de glorification hein, des Capétiens. Et dans les grandes chroniques de France, on parle de la bataille de Poitiers, mais on parle de plein de batailles aussi. En fait, hein. Et en fait, quand on regarde un petit peu le nombre d'enluminures qui sont consacrés à Poitiers, à cette bataille-là, en fait, il y en a très peu. En fait, hein. Il y a très peu de passages, on enlumine très peu cette bataille. Par contre, d'autres batailles qui sont complètement oubliées aujourd'hui, hein, comme la bataille de Fontenay-en-Puisay, 841, que vous connaissez, voilà, évidemment. Donc évidemment, tout le monde l'a oublié aujourd'hui, mais sauf que c'est une bataille, en fait, assez importante, vu que c'est une bataille entre les petits-fils de Charlemagne qui se battent entre eux, en fait, hein, et qui dépaissent, en fait, l'empire de Charlemagne, ce qui va aboutir au traité de Verdun en 843, donc ce qui va aboutir, en fait, à la séparation de l'empire de Charlemagne. C'est une bataille qui est très, très, très mise en avant dans les grandes chroniques de France, parce que c'est un événement qui est important, en fait, dans l'histoire dynastique. La bataille de Poitiers, sincèrement, en fait, on en parle, mais on en parle comme ça. Quoi. Et c'est pas vu comme un élément important. On en parle parce que c'est aussi un moyen de fausser l'histoire. Notamment, si vous voyez sur ce 31 luminure, vous avez Charles Martel, qui est là au milieu, en fait, hein, et qui bat. Alors, c'est assez marrant parce qu'il regarde bien comment il représente les Sarrasins. Il les représente comme n'importe qui, hein, en fait, hein, dans les enluminures. Hein. Voilà, il les représente comme des personnages assez génériques. Hein. Mais ce qui est intéressant sur cette enluminure-là, c'est que Charles Martel, on lui met une couronne. On lui met aussi voilà, des fleurs de lys. Hein. Ça n'existait pas au 8e siècle. Mais on lui met une couronne. Et en fait, ça c'est très important, et vous allez voir, ça va être encore plus important après, parce que Charles Martel, c'est un personnage qui, dans l'histoire des rois de France, en fait, hein, l'histoire en fait, que veulent écrire les rois de France, c'est un personnage qui pose problème. Parce que son fils Pépin le Bref, bon, il était roi, il a réussi à se faire sacré roi, c'est le premier à être sacré. Le petit-fils Charlemagne, ça va, il n'y a pas de problème, un roi qui est après empereur d'Occident, c'est formidable. Par contre, Charles Martel, c'est quand même quelqu'un qui quasiment usurpe son trône, en fait. Voilà. Même s'il n'est pas roi, en fait, hein, mais il met des rois, des souverains légitimes, sous sa coupe, et puis il place son fils à leur place. Donc ça pose un très gros problème pour des souverains capétiens qui insistent quand même beaucoup, évidemment, sur la légitimité de leur couronne. Et donc, c'est pareil, c'est ce qu'on va faire aussi, notamment à l'abbaye de Saint-Denis. Hein, quand on va faire les tombeaux des rois, il y a le tombeau de Charles Martel, qui est fait à l'époque de Saint-Louis, on lui met une couronne. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est un personnage très, très, très problématique au Moyen-Âge. C'est pas du tout un personnage qui est mis en avant. Pourquoi? Eh bien, tout bêtement, pour ça. Alors, c'est intéressant parce que c'est un manuscrit qui est aussi un manuscrit fait à Saint-Denis. Donc c'est dans une abbaye royale. Et c'est une commande, a priori, c'est une commande de Louis X, le Hutin, donc le fils de Philippe le Bel.
Donc voilà, c'est une commande royale. Et ça parle d'une légende qui est très importante au Moyen-Âge, qui circule beaucoup, qui s'appelle le songe de Saint-Eucher. Alors je vais vous la faire rapidement, en fait, je vais vous la résumer rapidement. Le songe de Saint-Eucher, c'est tout bêtement un saint qui rêve, hein, donc, qui vivait à l'époque de Charles Martel, et qui voit que Charles Martel, pour financer son armée, pille dans les biens de l'Église. À l'époque, au 8e siècle, c'était une pratique courante, en fait. Hein, voilà. On mettait un cousin évêque, bon, ça passait sans trop de problème. Hein, sauf que, évidemment, au XIVe siècle, ça ne se fait plus du tout, en fait. Hein. La réforme grégorienne est passée par là, c'est plus possible. Donc, quoi qu'il en soit, ce songe-là, en fait, met, donc, voilà, cette histoire-là, met en scène Saint-Eucher, qui vivait à l'époque de Charles Martel, et qui veut voir Charles Martel pour dire « tu pilles les biens de l'Église, c'est mal ». Charles Martel, qui dans cette légende est représenté comme un garçon un peu sous Paulet, envoie Saint-Eucher en exil, voilà, à Saint-Tron, donc en Belgique actuelle. Et là, en fait, hein, dans cet exil, en fait, hein, Eucher fait un rêve, et il rêve que Charles Martel brûle en enfer. Et il écrit à l'abbé de Saint-Denis, il dit « Ah, j'ai rêvé de ça, voilà. » Et l'abbé de Saint-Denis, en fait, hein, qui veut en avoir le cœur net, va ouvrir le tombeau de Charles Martel, qui est mort entre-temps, et là, en ouvrant le tombeau, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le tombeau est vide, à part un dragon qui sort du tombeau et qui s'envole vers les cieux, voilà, donc, et puis après qui laisse un tombeau rempli, dont les parois sont remplies de suie. C'est ce que vous avez là, en fait, sur l'enluminure, et c'est un manuscrit royal. Un manuscrit royal capétien. Donc c'est dans l'histoire hein, que font les rois de France hein, de leur dynastie, en fait, hein, parce qu'eux-mêmes prétendent descendre des Carolingiens à l'époque, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a les bons rois et les mauvais rois, en fait. Donc, c'est un peu comme dans le sketch des Inconnus, hein, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, mais c'est un peu ça. Il y a les bons rois et les mauvais rois. Les bons rois, c'est ceux qui sont bons avec la religion, hein, comme Dagobert, en fait, hein, qui notamment participe à la fondation de Saint-Denis, et les mauvais rois, eh bien, Charles Martel en fait partie, parce qu'il a pillé les biens de l'Église. Et ça, cette légende-là, elle est extraordinairement répandue au Moyen-Âge. On en trouve des traces, en fait, hein, très régulièrement, hein. Par exemple, chez les jésuites au XVIIe siècle, hein, qui vont s'en servir pour critiquer Henri IV. Donc, voilà. Donc, vous avez des traces très régulières de cette légende-là. Ce qui fait que Charles Martel, vous me passerez l'expression, en fait, hein, mais au Moyen-Âge, c'est un personnage qui s'en souffre, en fait. Hein, donc, voilà. Sincèrement, en fait. Hein, donc, hein, vous avez un personnage qui pose problème, hein, et qu'on ne met pas vraiment en avant. Même à l'époque des croisades, en fait. Vraiment pas. Donc, contrairement à ce qui va être dit après. Là, voilà. Il y a même cette image-là, alors ça c'est intéressant, c'est une médaille religieuse en fait, hein, de pèlerinage de Saint-Tron en fait. Hein. Donc Saint-Tron en Belgique, donc les gens allaient faire un pèlerinage hein, au tombeau de Saint-Tron. En fait, hein, vous voyez, c'est une médaille que les gens portaient pour dire voilà, j'ai fait mon pèlerinage, et puis ça leur portait chance, hein. C'est censé aussi les bénir. Voilà. Bon, c'est une médaille du XVIIe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici Saint-Eucher est en train de fouler aux pieds un roi, et le roi qui a un marteau en fait. Voilà. Donc, voilà. Et donc c'est Charles Martel en fait. Et c'est une médaille de pèlerinage du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est pas rien en fait, hein, parce que ça c'est des images populaires qui se diffusent dans la population en fait. Donc, parce que là, l'enlumineur que je vous ai montré tout à l'heure en fait, hein, c'est un manuscrit royal. C'est pas de la presse à grande diffusion, à grand tirage. Mais là, vous avez une médaille, pour le coup, ça fait partie de l'imagerie populaire. Et pourquoi Charles Martel va devenir quand même, parce que mine de rien, on en a parlé en fait, hein, dès le 19e siècle, là. Pourquoi ça va devenir un personnage comme ça, qui va devenir, dont on va se mettre à nouveau à parler? Eh bien, comme dans la chanson, c'est la faute à Voltaire. Pourquoi? Parce que Voltaire, comme beaucoup de philosophes, des Lumières, par détestation en fait, hein, parce que Voltaire c'était quelqu'un, il était pas anticlérical, quand même, voilà, en tout cas il avait une, oui, voilà, on peut dire qu'il était anticlérical, voilà, mais en tout cas il avait pour lui l'Église catholique, ça représentait un adversaire, il était résolu, il était fermement, opposé à l'Église catholique. Et pour lui, en fait, quand il va écrire, notamment, quand il va écrire des récits sur l'histoire, pour lui, l'époque la plus sombre de l'histoire, notamment en Europe, en fait, hein, c'est le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, pour lui, il associe ça avec l'Inquisition, avec le féodalisme, voilà, avec tout, voilà, donc, avec une forme d'obscurantisme. Et donc, par réaction, en fait, par opposition, très binaire, en fait, hein, il va dire, en fin de compte, et il va le dire dans un de ses textes, il va dire, en fin de compte, si Charles Martel avait perdu,
en 732, on aurait évité en fait l'obscurantisme du Moyen-Âge, parce que dans l'esprit de Voltaire, il dit en fin de compte, l'islam est une religion en fait qui est plus, enfin surtout au Moyen-Âge pour lui, qui était une religion plus avancée en fait. Voilà, la civilisation islamique était plus avancée que la civilisation féodale en fait. Ça c'est Voltaire qui dit ça. Et donc il va dire ça en fait. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver, même Duby l'a dit par exemple dans une interview dans les années 70, Georges Duby, voilà, il y a cette idée là en fait, voilà, qui est assez, encore une fois, qui est une vision assez binaire en fait. Donc, qu'on n'a plus aujourd'hui en fait. Le but c'est pas de comparer, voilà, on n'est pas en train de mesurer les civilisations en fait, quand on fait l'histoire aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, Voltaire il est dans cette optique-là. Et ce qui fait qu'il va y avoir une réaction au sens littéral au début du XIXe siècle avec quelqu'un comme Chateaubriand. Chateaubriand va prendre l'exact opposé. En fait, Chateaubriand qui en fait répond à Voltaire en fait 50 ans plus tard, et qui dans le génie du christianisme et dans des écrits après va dire en fin de compte, les lumières en fait, c'est pas les lumières du XVIIIe siècle, c'est pas les philosophes, mais les véritables lumières, c'est le christianisme, notamment le christianisme médiéval. Et donc, si ce christianisme-là avait perdu à la bataille de Poitiers, eh bien, on aurait été plongé dans les ténèbres de l'islam. Vous avez en fait une réponse en fait tout aussi binaire en fait. Mais ce qui fait qu'il va y avoir en fait, à partir de cette espèce d'opposition entre Voltaire et Chateaubriand, vous allez avoir en fait cette idée que Poitiers a été un moment décisif dans l'histoire de la civilisation européenne en fait. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas dit avant. Alors, ça va pas, voilà. Et donc la sauce va prendre en fait petit à petit par rapport à Poitiers. Ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, alors quand je dis la sauce va prendre, vous allez voir, en fait, oui mais non, en fait, parce que en fin de compte, il va y avoir sur la bataille de Poitiers, il va y avoir quelques œuvres d'art, en fait, il va y en avoir deux. Voilà, donc, il va y avoir deux romans, et là je dis 19e, 20e siècle en fait. Donc, et en fait, il ne va pas y avoir grand chose en fait. Donc, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà, je vais vous montrer quand même une peinture. Je vais vous montrer les deux peintures. La première, non, voilà, vous le voyez quand même celle-là. Bon, vous la connaissez, donc Steuben en fait, donc la bataille de Poitiers, qui est exposée à Versailles dans la galerie des batailles. Alors c'est très intéressant, vous savez, la galerie des batailles, c'était un projet qui a eu à la Restauration, de mettre des peintures sur les grandes batailles en fait, qui ont rythmé l'histoire de France. Donc, ça annonce un peu ce qu'on appelle le roman national, en fait, avec voilà, ce qu'on va enseigner à l'école, 19e, 20e siècle, voilà, avec voilà, l'histoire de bataille. Quoi. Dans le premier projet, il n'y a pas la bataille de Poitiers. Premier projet qui date de 1816-1817. Donc, il n'y a pas la bataille de Poitiers de 1732. Le second projet, en fait, à l'époque de Louis-Philippe, qui commence, voilà, le règne de Louis-Philippe, c'est 1830, en fait, le second projet commence en 1831-1832, d'un coup, il y a la bataille de Poitiers. Et donc, ça aboutit à cette peinture. Cette peinture que, voilà, c'est simple, quand généralement on parle de la bataille de Poitiers, vous avez cette image-là parce que c'est une des rares qui existe. Voilà, donc, et alors, c'est une peinture qui est très intéressante parce que, en fait, si on regarde bien, ça parle de tout sauf de la bataille de Poitiers. Alors, moi, je ne suis pas un expert dans votre région, mais en fait, il faut s'intéresser en fait, à l'arrière-plan. Bon, ça ressemble pas trop au Poitou, ça. Ou alors, je me suis trompé, en fait, mais voilà. Donc, alors, en fait, ça ressemble tout bêtement, en fait, si vous prenez un peu l'histoire, en fait, il faut toujours, quand on fait du médiévalisme, en fait, c'est toujours intéressant de s'intéresser au contexte de production d'une œuvre, en fait. Et le contexte de production, c'est l'expédition d'Alger. Et on est en pleine guerre, en fait, notamment contre voilà, on est en pleine guerre dans l'expédition d'Alger. En fait, on est en un moment vraiment extrêmement dur. Et donc, concrètement, cette bataille-là, enfin, cette peinture-là, ça parle de ça. En fait. Et d'ailleurs, vous avez dans la représentation de la bataille, vous avez tous les stéréotypes de la peinture orientaliste de l'époque, qu'on retrouve déjà dans les peintures de Gros, par exemple, voilà, les peintures qui mettent en scène l'expédition d'Égypte et tout. Et donc cette peinture-là, en fait, ne parle que de ça. Avec d'un côté, en fait, si vous regardez bien, il y a une troupe, en fait, un franc qui est très organisée, qui est en rang, extrêmement serré, qui rappelle justement les armées, en fait, au XIXe siècle, et de l'autre, en fait, une espèce de noria,
complètement chaotique en fait du côté musulman, qui rappelle en fait c'est vraiment enfin si vous connaissez un peu l'histoire de la conquête de l'Algérie, ça rappelle un peu la Smala d'Abdelkader en fait, mais c'est vraiment ça en fait. On est vraiment dans cette espèce d'imagerie orientaliste en fait. Ça c'est voilà. Donc c'est intéressant, mais ça montre bien que l'utilisation de la bataille de Poitiers là, elle répond à une actualité en fait très contemporaine. Et quand cette actualité-là disparaît, parce qu'en gros la conquête de l'Algérie en fait, donc même si elle va perdurer, voilà, ça va être un processus au long cours, mais en tout cas la guerre la plus intense en fait, c'est jusqu'en 1848. Et bien une fois que cette actualité-là disparaît, et bien en fait Charles Martel redisparaît en fait, donc en tout cas est remis en retrait en fait en termes mémoriels. On va le retrouver. Bon, ça, je pense que vous connaissez ça. Alors, oui, évidemment, là, vous voyez mal. Bon, vous connaissez quand même votre tête de ville. Bon, vous avez une peinture dans l'escalier. Donc voilà, donc faite par Puvis de Chavannes en 1874, qui représente Charles Martel qui arrive. Donc, alors, c'est une peinture qui est très intéressante. Alors déjà, il faut savoir qu'en fait, c'est pas une commande. C'est Puvis de Chavannes, en fait, donc, grand peintre de l'époque, qui a décidé de faire cette peinture-là. En fait, c'est même pas la municipalité de l'époque qui lui dit faites une peinture sur la bataille de Poitiers. On lui a dit vous faites des peintures sur ce que vous voulez, sur l'histoire régionale. Et il a notamment choisi, il n'a pas choisi que ça, parce qu'il en a fait plusieurs, il a notamment choisi cet épisode de la bataille de Poitiers. Mais si vous regardez bien cette peinture, et encore une fois, elle est disponible dans mon livre en fait. Et donc, vous pouvez aussi l'avoir gratuitement dans l'hôtel de ville. Mais si vous regardez bien cette peinture, ça ne représente pas la bataille de Poitiers. Ça représente après la bataille. Vous avez au second plan Charles Martel. Alors en fait, au premier plan, là, avec le cercle rouge, en fait, vous avez un étendard avec le symbole catholique. En fait, on est dans une mairie, mais on est avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc voilà, on est encore dans une imagerie en fait très religieuse. Vous avez Charles Martel au second plan qui lève une hache, et pas un marteau, parce qu'à l'époque on hésite. Marteau, hache, voilà, ça dépend. Voilà, donc il lève un marteau devant l'évêque de Poitiers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Puvis met au premier plan, en fait, des femmes, suppose des chrétiennes, en train de donner à manger, en fait, à des civils qui auraient accompagné la troupe d'Abderrahmane. Alors au passage, cette histoire de... Parce que ça, on le retrouve dans certains textes, au XIXe siècle, là, il n'y avait pas de civils qui accompagnaient l'armée d'Abderrahmane, en fait. Donc voilà, c'était une armée sur route de raid, il n'y a pas eu d'installation, il n'y avait pas des centaines des milliers de personnes qui venaient avec l'armée. Bon, quoi qu'il en soit, pourquoi il y a ce choix de mettre en avant comme ça cette espèce de générosité avec les vaincus? Et bien tout bêtement, à mon avis, en tout cas, on n'a pas de texte explicatif par Puvis de Chavannes, ça serait un peu trop facile. En fait, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que, encore une fois, il faut regarder l'histoire contemporaine, le contexte de production de cette œuvre-là, et notamment, encore une fois, le contexte colonial. Qu'est-ce qui se passe en 1871? C'est la dernière grande révolte en Algérie, c'est une révolte en Kabylie, en fait, en 1871, et puis c'est aussi la départementalisation de l'Algérie, vous savez, donc avant, il y avait un statut assez particulier, et donc là, l'Algérie est intégrée directement au territoire national. Ce qui se passe, c'est que, en fait, donc c'est la dernière grande révolte, en fait, et puis après, il y a un demi-siècle, en fait, de mise sous coupe réglée de l'Algérie. Ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, là, Puvis de Chavannes, il met en scène ça. Il met en scène, justement, une colonie, en fait, pacifiée, avec, justement, cette femme qui donne à manger à des musulmans au premier plan, pour montrer aussi une république, en fait, ou une nation généreuse avec les colonisés. En fin de compte, si on regarde la production iconographique de l'époque, notamment quand il y a des iconographies sur la colonisation, on se rend compte qu'on n'est pas loin, en fait. Donc, si vous regardez, alors ça a été fait, cette image que je vais vous montrer, ça a été fait 35 ans plus tard, mais bon, alors là, vous devez la voir, maintenant. Là, ça ressort un peu plus. Voilà. Donc, le Petit Journal en 1911, au moment cette fois de la conquête, en tout cas de la mise en place du protectorat du Maroc,
Là, vous avez une allégorie de la France, hein, donc c'est Marianne, qui est mise au premier plan avec une espèce de corne d'abondance, hein, voilà, qui distribue donc, à décoloniser en fait, hein, donc, les bienfaits de la colonisation. Hein, c'est pas moi qui parle en fait, hein, donc voilà, je vous décris l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, tout comme sur l'image de la peinture de Puvis de Chavannes, vous avez au second plan les soldats, mais seulement au second plan. Vous voyez, donc ça c'est. Je pense qu'avec cette image de Puvis de Chavannes, on a, voilà, à mon avis, je pense que si on regarde l'actualité coloniale, on a une bonne clé de lecture par rapport à ça. Sur Charles Martel, alors. Je ne vais pas, encore une fois, parce que je vois que le temps passe et je ne vais pas m'étendre, en fait. Hein, donc, juste, je mets un exemple sur les manuels scolaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans les manuels scolaires, c'est pareil, en fait, parce que c'est vrai qu'on a fait, avec Christophe, on a fait beaucoup de conférences. Et quand on disait, bon, Charles Martel, en fait, on n'en parle pas tant que ça, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui va nous dire « Ah, mais si, moi, on m'a appris à l'école que Charles Martel avait arrêté les Arabes à 732. » Ce qui est vrai. Et voilà, je vois des gens qui disent « Oui, voilà. » Donc, en effet. Le truc, c'est que, même moi, je me rappelle, alors moi, dans mes souvenirs, on ne m'a pas dit ça à l'école, mais j'avais un grand bouquin d'histoire, enfin, d'image, enfin, d'histoire en images, histoire de France en images, et il y avait aussi ça, en fait. Voilà, donc, bon. Le truc, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu, quand on regarde les programmes et qu'on regarde aussi les manuels, on se rend compte que on en parle, mais pas tout le temps. Il y a des personnages qui, comme ça, il y a des personnages qu'on retrouve à chaque fois. Vercingétorix, oui. Clovis, oui. Jeanne d'Arc, oui, et 3 fois oui. Voilà, donc voilà. Voilà. Mais il y a des personnages, en fait, hein, qui n'apparaissent pas tout le temps. Charles Martel, on a pris, par exemple, on a fait une étude hein, sur les années 50, en fait, on a pris un échantillon de manuels, il n'apparaît que dans la moitié des manuels. Et pourtant, on est dans les années 50, on est en pleine guerre d'Algérie, on pourrait se dire, bon, peut-être une réactivation de Charles Martel, bah non, en fait. Donc, et même, par exemple, si vous prenez Le Petit Lavis, qui est le manuel le plus diffusé de la 3e et de la 4e République, en fait. Donc, Le Petit Lavis, vous pouvez vérifier, il est sur Gallica, hein, Le Petit Lavis. Hein. Le Petit Lavis, eh bien, tout bêtement, Charles Martel n'est pas cité. Il n'y a pas Charles Martel. Donc vous voyez, c'est des... Alors, encore une fois, il est dans d'autres manuels. Il est par exemple dans ce manuel de Gauthier Deschamps en 1907. Donc, mais, alors, je vous dis, par contre, et c'est pareil, en fait, hein, vous prenez aussi le livre d'histoire le plus vendu hein, en France hein, depuis le 19e siècle. Hein, donc, c'est le Tour de France par 2 enfants, voilà, d'Augustine Fouillé, en fait, hein, qui est écrit sous le pseudonyme de G. Bruno, en fait, donc, bon, je crois que les estimations qu'avait fait Mona Ozouf, je sais plus, c'est plusieurs millions d'exemplaires, enfin, c'était, voilà, dans son texte, elle parlait même de petits livres rouges de la République, voilà. Un petit peu exagéré, mais bon, ouais. Mais le fait est que c'est vrai que le Tour de France par 2 enfants, c'est énorme, en fait. Et donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est 2 enfants en fait, hein, qui font le tour de France en fait, hein, et qui en fait, cherchent leur mère. On comprend que leur mère c'est la France, ils viennent d'Alsace, donc on est en 1878, donc voilà, il y a toute une symbolique derrière. Eh ben, on ne parle jamais, dans ce livre-là, on parle de Jeanne d'Arc, ça évidemment on va parler de Jeanne d'Arc, mais on ne parle jamais de Charles Martel. Parce que c'est pas un personnage qui accroche en fait, voilà, les gens en fait, à l'époque. On le connaît, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un personnage qui est mis en avant dans l'histoire républicaine. Et donc, quand il est mis en avant, quand on en parle, ce qui est intéressant, c'est que on va en parler. Si vous lisez, par exemple, là vous avez le texte. En fait, alors il est un peu petit là pour ceux du fond, en fait, même si près, en fait, hein, mais voilà. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, déjà Charles Martel est opposé au roi feignant. Donc concrètement, vous avez le bon souverain. Voilà, qui est actif, en fait, hein, le bon chef qui est actif, hein, et vous avez les mauvais rois feignants. En fait. Donc, déjà, c'est une première chose. Alors, on sait que les rois feignants, en plus, on sait que c'est une légende, en fait, hein, donc, qui a été propagée notamment par les Carolingiens. Bon. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans ce texte-là, il n'y a aucune allusion à l'aspect religieux, hein, parce qu'on est dans l'école républicaine, donc voilà, on ne parle pas de l'aspect religieux, voilà, il n'y a pas l'islam contre la chrétienté. Et surtout, ici, vous avez cette ligne qui est très parlante, en fait. Hein. Les Arabes n'y peuvent tenir, donc voilà, parce que Charles Martel le traite dessus, ils s'enfuient. Alors non, c'est au-dessus, excusez-moi. Les Arabes ont pénétré dans la Gaule, vont-ils faire la conquête de notre beau pays comme autrefois les Romains?
Et c'est intéressant parce qu'en fait, le texte compare les arabo-romains, et si on regarde même l'imagerie en fait, de l'iconographie de Charles Martel qui est juste là, Charles Martel, si on tourne ce manuel-là, si on va quelques pages avant, et ben vous avez Vercingétorix et c'est un clone, c'est le même en fait. Vous avez un grand type chevelu avec des moustaches. En fait, voilà. Et en fait concrètement, on comprend que dans le roman national républicain, Charles Martel n'est qu'une espèce d'avatar en fait de la défense nationale. En fait, voilà. Et il n'y a aucun aspect civilisationnel comme chez Voltaire ou chez Chateaubriand. C'est quelqu'un qui a défendu la France contre des envahisseurs. Et en fait, tout comme Jeanne d'Arc va défendre la France contre des envahisseurs, tout comme Vercingétorix a défendu la Gaule contre des envahisseurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays qui est encore traumatisé par la défaite de 70. En fait, tout bêtement. Voilà. Alors ça, c'était sur Charles Martel. Juste pour passer à Jeanne d'Arc, je vais lui prendre quelques questions s'il y en a. Juste, je vais vous montrer, pour encore une fois, les statistiques en histoire, ça peut être quand même bien utile. Là, vous avez un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Retro News, auquel moi je travaille régulièrement avec. C'est le site de la BNF qui archive une grande partie de la presse, et qui met en ligne une grande partie de la presse. Et dans ce site-là, on peut faire des statistiques. Et donc, je me suis amusé tout bêtement à rentrer le nom de divers personnages médiévaux, historiques, et puis voir le nombre d'occurrences, en fait, les apparitions. Alors, en rouge, tout en bas, c'est Charles Martel. Oui, en vert, c'est Jeanne d'Arc. Ouais, voilà. Et oui, en plus, vous avez des périodes. Alors, Jeanne d'Arc, vous avez des pics. Je les connais par cœur, les pics. C'est 1909 et 1920. Voilà. Donc, voilà. Et a priori, si je me rappelle bien, c'est 29 aussi, mais ça c'est parce que c'est le 5e centenaire. 1909, c'est la béatification, 1920, c'est la canonisation. Voilà. En bleu, c'est. Alors j'ai mis aussi Henri IV en fait. Il y a en bleu plus foncé, bleu clair, donc c'est Henri IV, en bleu plus foncé, c'est Louis XI. Louis XI, qui est un personnage dont on parle pas mal en fait, l'école républicaine, qui est un peu. Voilà, donc. En jaune, plutôt en marron pour vous en l'occurrence, c'est Charlemagne. Voilà, donc voilà. Encore une fois, mais vous voyez bien que là, Charles Martel, c'est quasiment un très plat en fait. Donc on en parle un petit peu. Donc il y a même un vaisseau de guerre qui s'appelle Charles Martel. Donc on en parle, mais c'est pas quelqu'un qui est mis en avant encore une fois. Et c'est pareil. Tout au moment de la Troisième République, vous avez ce qu'on appelle, ce que Maurice Agulon a appelé la statuomanie. Il y a une espèce de furie de mettre des statues d'histoire partout. C'est un peu le roman national, mais sur les places publiques. Les statues de Jeanne d'Arc, il y en a un peu beaucoup. Voilà. À Paris, il y en a 5, sur les places publiques, pas dans les églises, sur les places publiques. Du Guesclin, par exemple, en Bretagne, vous en avez plusieurs. C'est normal, c'est breton. Voilà. Donc, bon, Charles Martel, 0. Il n'y en a pas. Donc vous voyez, encore une fois, j'insiste beaucoup, mais bon, Charles Martel, c'est pas un inconnu, mais c'est quelqu'un qui, pendant toute la Troisième République, et même au début du XXe siècle, c'est pareil, je pourrais en parler pendant des heures, c'est pas quelqu'un qui est mis en avant, et il faut vraiment attendre les années 70 et même 80, voire 90, 2000, en fait, pour que ça devienne en fait un personnage qui commence à échauffer les mémoires, mais encore une fois, là, il faut comprendre, il faut voir ça à travers le prisme de l'actualité. Et évidemment, c'est à travers Charles Martel, on parle d'autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Encore une fois, je vois que j'ai déjà débordé, donc, ouais, est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre ami Charles? Justement, le graphique, ça va jusqu'à quelle année? Le graphique, ça va jusqu'en 45, si je me rappelle bien, parce qu'en fait là, les archives de Retro News ne vont que, il y a 75 ans de battement, je crois, ou 70 ans de battement en fait, donc ça peut aller que jusqu'en 46-47 en fait, mais je pense que là pour le coup, à mon avis, si j'avais pu faire des archives jusque dans les années. Mais je pense qu'il aurait fallu que je pousse comme en 2010, en comprenant aussi Internet. En fait, Là, en effet, Charles Martel, à partir... parce que le premier usage politique par un homme politique d'envergure nationale, et encore, bon, voilà, on pourra en débattre pendant des si voilà, mais en tout cas, le premier usage politique que fait ouvertement un homme politique d'envergure nationale dans le cadre d'une campagne présidentielle
à Charles Martel, c'est la campagne de 2002 et c'est Bruno Maigret. C'est pas Jean-Marie Le Pen. Et il vient dans le coin, il vient notamment au site présumé de la bataille, en fait. Il vient, voilà, pour dire, voilà. Donc, ça, c'est pareil, voilà, ça nous emmènerait loin, mais c'est le premier usage, même quand on fouille dans les archives du Front National, même dans les textes, moi j'ai lu par exemple leurs publications internes, et en fait ils en parlent très peu, et même dans les années 80, des publications comme le Grèce, qui est vraiment l'extrême droite intellectuelle, en fait, ils disent que cette bataille en fait a été exagérée par l'Église. Pourquoi? Parce que les grécistes en fait, c'est ce qu'on appelle la nouvelle droite, donc c'est Alain de Benoît et tout. Pour eux, en fait, c'est une extrême droite païenne, donc ils sont anti-catholiques. Ça peut paraître bizarre de dire ça aujourd'hui, mais voilà. Et en fait, ils sont aussi pro-musulmans, voire pro-islamistes, en fait. Ce qu'on a un peu oublié, mais l'extrême droite à l'époque, dans les années 80, ils se disent, les islamistes, en fait, c'est des gens un peu comme nous, ils veulent leur attribuer la tradition, machin. Donc, voilà. Et donc, vous avez des textes des années 80 par des gens du Grèce, qui encore une fois sont des gens très influents dans l'extrême droite dans les années 80, qui en fait disent la bataille de Poitiers, c'est une exagération de l'Église. Voilà. Donc ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, l'extrême droite, c'est pas leur data. Par contre, évidemment, dans les années 80, le personnage qu'ils vont reprendre, en fait, c'est Jeanne d'Arc, mais là il y a des raisons historiques à ça, en fait. C'est que c'est un personnage qui est récupéré par l'extrême droite depuis le début du XXe siècle. Voilà. Et donc, belle transition, vous avez vu, genre. Professionnel, voilà, merci. Alors, Jeanne d'Arc. Gros morceau aussi, très gros. Alors là, pour le coup, là c'est un énorme morceau. Donc, qui était Jeanne d'Arc? Donc, là, par contre, je saute tout de suite au médiévalisme, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est pareil. Jeanne d'Arc, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui, sous l'Ancien Régime, dont on parle beaucoup. Et là, je vais faire une réponse de Normand, je vais faire oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que, par exemple, quand on prend... vous prenez par exemple François Hutte de Mézeray, alors c'est un personnage qui est complètement oublié aujourd'hui, mais c'est un grand historiographe en fait au XVIIe siècle. Et dans des textes en fait XVIIe, XVIIIe siècle, des textes généralement de gens qui sont proches de la monarchie Bourbon, on va vous dire, on va vous dire que, c'est ce que dit le texte, comme Jeanne d'Arc outrepassait sa commission, donc sa mission en fait, ainsi qu'elle le reconnut ensuite, et qu'elle portait encore les armes après avoir fait sacrer le roi, Dieu qui voulait qu'on lui obéisse n'était plus obligé de continuer ses miracles en sa faveur. Comprenez que Jeanne d'Arc, en fait, dans l'idée de l'époque, chez les historiographes, en fait, encore une fois, proches des Bourbons, Jeanne d'Arc, ça allait jusqu'à ce qu'elle fasse sacrer, en fait, Charles VII. Et puis après, en fait, elle a fait n'importe quoi. Et donc, c'est normal qu'elle ait fini au bûcher. C'est ça, en fait, ils disent. Et donc, ce qui fait que dans toute l'historiographie, en fait, royaliste, en fait, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est ça. Et même début XIXe, même dans l'historiographie catholique. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, à l'époque, c'est pas une sainte. Elle a été réhabilitée, parce que je vous rappelle, il y a eu 2 procès, en fait. Il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu 2. Un en 1431 et un en 1456. 1431, procès en condamnation. 1456, procès en réhabilitation, parce que Charles VII, ça lui faisait un peu mal de devoir sa couronne à quelqu'un qui était condamné pour hérésie. Donc voilà, et donc, il récupère Rouen, puis boum, il refait un procès, et il explique gentiment au juge, bon, ça serait bien que ça aille dans mon sens, voilà, donc ça va dans son sens, voilà, très bien, donc voilà, Jeanne d'Arc réhabilitée, mais surtout pas, elle n'est pas canonisée à l'époque. Personne ne parle de canonisation à l'époque, surtout pas. Donc, et donc, il faut bien comprendre que, encore une fois, au XVIIe, XVIIIe siècle, et même au début du XIXe siècle, pour l'Église catholique, Jeanne d'Arc, c'est un personnage qui pose un peu problème, en fait. Donc, elle a été condamnée, elle a été réhabilitée, bon, voilà, non, je ne plus, en fait, c'est ce terme-là. Parce qu'elle a été condamnée par un tribunal ecclésiastique avec des gens qui n'étaient pas des manchots, en fait. L'évêque Cochon, en fait, c'était des gens qui étaient issus, des plus hautes sphères de l'Église, en fait, qui étaient des théologiens reconnus. Donc, bon, encore une fois, c'était... Donc, Jeanne d'Arc, donc vraiment, 17e, 18e siècle, chez les rois, enfin, dans l'historiographie royaliste et catholique, bon, on la met un peu de loin, en fait, voilà, donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque des Lumières, notamment à l'époque de la Révolution, en fait, et après, en fait, Jeanne d'Arc va devenir justement
une espèce de figure. Parce qu'on va dire, en fin de compte, cette personne-là, elle a, et encore une fois, hein, il surinterprète, hein, Jeanne d'Arc, voilà, c'était pas une patriote au sens où on l'entend aujourd'hui, en fait, donc ça, on peut en parler pendant des heures, mais ils vont dire, par exemple, Thomas Paine, hein, Thomas Paine, qui était un révolutionnaire, en fait, américain, quand il écrit ces textes, hein, qui s'appelle The American Crisis, donc, hein, il dit, voilà, donc il essaie de mobiliser les patriotes, les insurgents, en fait, hein, américains, donc en 1776, hein, qui sont en lutte contre les Anglais. Et il prend notamment comme exemple, dans des textes qui sont publiés publics, en fait, hein, donc qui sont très lus, il prend comme exemple Jeanne d'Arc, en fait. Hein. Au XIVe siècle, alors voilà, c'est le XVe, en fait, c'est trompé, mais c'est pas grave, l'ensemble de l'armée anglaise, après avoir ravagé le royaume de France, fut repoussé tels des hommes pétrifiés par la peur, et cet exploit fut réalisé par des troupes dépenaillées, rassemblées et dirigées par une femme, Jeanne d'Arc. Espérons que les cieux inspirent une demoiselle de Jersey, donc d'unir ses compatriotes et de les sauver des rapts et de la destruction. Donc concrètement, vous avez un révolutionnaire américain qui dit il nous faut une nouvelle Jeanne d'Arc. Mais dans son esprit, Jeanne d'Arc, c'est une combattante de la liberté, en tout cas de l'indépendance nationale. En fait. Donc, ce qui, encore une fois, au XVe siècle, n'était pas. En fait. Donc, voilà. Et ce qui fait que vous allez avoir dans tous les milieux, on va dire, révolutionnaires, républicains, voilà, donc, cette idée que Jeanne d'Arc est justement une image, quelque part, ou une préfiguration de la nation en armes. Par exemple, vous allez avoir une des premières grandes pièces consacrées à Jeanne d'Arc, c'est Schiller en fait hein, qui l'écrit, donc qui s'appelle pièce qui s'appelle La Pucelle d'Orléans, hein, voilà donc et la préface est faite par Louis-Sébastien Mercier, qui est un révolutionnaire en fait assez radical, hein, il était proche des montagnards en fait, hein, donc, et voilà ce que dit Louis-Sébastien Mercier dans sa préface à l'édition française de La Pucelle d'Orléans, donc publiée en 1802. Jeanne d'Arc est une fille extraordinaire qui, si elle eût vécu de nos jours, fidèle à la cause et au cri d'un peuple entier, aurait marché avec nous à la prise de la Bastille et à la destruction d'un trône horriblement entaché de trahison et de sanglots parjure. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'idée hein, que Jeanne d'Arc, en fait, alors ce qui encore une fois est fou, en fait, hein, mais que l'idée que Jeanne d'Arc a été trahie en fait hein, par Charles VII, en fait, voilà, elle a été trahie par le roi, qui en fait sont des servants. Ce qui fait que tout ça se mêle, parce qu'il faut bien comprendre qu'en plus, les révolutionnaires, il y a aussi un élément important dans l'iconographie, c'est que les révolutionnaires vont aussi mettre en avant des figures féminines. Ce qui va devenir après Marianne, en fait. Donc Marianne, en fait, hein, cette idée de Marianne, donc, qui vient en fait de la personnification, en tout cas l'allégorie de la liberté, eh bien, Marianne, en fait, hein, commence à apparaître. Hein, par exemple, aux États-Unis, vous avez aussi Columbia, en fait. Donc, vous avez commence à apparaître fin 18e, se développe en France dans les années 1820-1830. Hein, donc, vous avez notamment des images comme ça. Et puis, évidemment, on se fixe aussi. Hein, je n'ai pas besoin non plus de faire, voilà, vous connaissez, donc cette peinture-là, donc, avec cette imagerie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Jeanne d'Arc va être mêlée, en fait. Hein, on va mélanger, en fait, hein, la figure de Jeanne d'Arc avec cette figure de la liberté guidant le peuple. Ce qui fait, par exemple, là, vous avez une gravure qui date de 1859, si je me souviens bien, qui illustre une édition de la pièce de Schiller. Et si vous regardez bien, normalement, si vous la regardez bien, ouais, vous la voyez pas des masses. Si, ça va. Si, ça va. Ça devrait vous rappeler notre peinture. Ah oui. Alors, ouais, alors là, on la voit. Là, vous voyez là, j'allais faire un coup de théâtre, et puis en fait, non, c'est le flop total. Donc, encore une fois, à cause des crapauds. Donc non, en fait, vous connaissez cette peinture de Napoléon en train de franchir le pont d'Arcole. Bon, elle a la même pose, en fait. Mais quasiment la même pose. Et donc, vous voyez, vous avez Jeanne d'Arc, et encore une fois, Napoléon, c'est un personnage qui, à l'époque, est un personnage très ambigu, qui est aussi apprécié par des républicains et tout, qui envoient une figure, qui voit chez lui une figure un peu républicaine. Donc, ce qui fait qu'il y a cette image, en fait, hein, assez frappante de Jeanne d'Arc qui est vue, en fait, au début du XIXe siècle, comme une figure républicaine. Quand vous lisez Michelet, hein, Michelet qui vraiment, là, lui, a vraiment beaucoup fait, en fait, pour cette image de Jeanne d'Arc républicaine. Eh bien, Michelet, en fait, hein, donc, il y a des très beaux passages de Michelet sur Jeanne d'Arc, qui sont des espèces d'envol. Enfin, Michelet, c'est quand même le roi de l'envolée lyrique, hein, donc, mais concrètement, il dit Jeanne d'Arc, c'est la nation. C'est le moment où la France apparaît. C'est là, voilà. Donc, Michelet, il dit de tête, hein, il disait elle aima tant la France que surpris, la France se prit à s'aimer elle-même. En fait, c'est très beau. Voilà, donc bon. Mais en fait, derrière cette phrase-là, il y a l'idée que
avec Jeanne d'Arc apparaît le sentiment d'appartenance nationale. Ce qui, encore une fois, est beaucoup. Enfin, là, quand on fait un peu de. Voilà, là-dessus, c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça, voilà, donc, voilà, encore une fois, au XVe siècle. Mais cette idée-là de Michelet, voilà, Michelet fait beaucoup pour fixer cette image de Jeanne d'Arc, une Jeanne d'Arc qui, en plus, s'oppose, est victime quelque part de l'Église, en fait, donc, et même est victime. Alors, même si Michelet est assez soft là-dessus, mais aussi est victime de la monarchie. D'ailleurs, il y a tout un. Quand Michelet publie ces passages sur Jeanne d'Arc en 1830, donc dans ces. Ouais, ouais, c'est 30, ouais, alors c'est 33, je sais plus. Non, alors le passage, non, parce qu'il fait un cours. Alors attendez, là, il fait un cours sur Jeanne d'Arc. Non, alors pas sur l'histoire de la Révolution là. Non, c'est Michelet quand il publie son Histoire de France. L'Histoire de France, le passage sur Jeanne d'Arc, ça date des années 1830. Pas l'histoire de la Révolution, c'est après. Donc Michelet est publié dans les années 1830. Donc ce qui fait que là, on est en pleine. En plus, Michelet, il est encore dans l'élan des journées de juillet, en fait, donc, qui ont poussé donc Charles X qui ont poussé Charles X dehors, en fait. Donc, et Michelet, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour créer cette image de Jeanne d'Arc républicaine. Et ce qui fait que dès cette époque-là, on a une espèce, en fait, donc, même si vraiment au début du XIXe siècle, c'est quelque part la République qui gagne. Jeanne d'Arc est une figure, en fait, de gauche. En fait, donc, mais il y avait dès cette époque-là une tension, en fait, entre la Jeanne d'Arc de gauche, voilà, et la Jeanne d'Arc, en fait, plus conservatrice, en fait. Voilà. Alors là, par exemple, là, j'aime bien mettre là, vous avez une peinture qui est inspirée de la pièce de Schiller. On voit une Jeanne d'ailleurs extrêmement guerrière, voilà, une guerrière mais qui conduit le peuple en armes. En fait, voilà, c'est les tentes, voilà, donc les tentes militaires. Donc, et vous avez donc cette peinture de Ingres, en fait, qui est très connue, où là c'est une Jeanne d'Arc qui est au sacre, en fait, et qui est désarmée et qui regarde vers le ciel, qui est une forme d'extase mystique. Donc on a vraiment deux Jeanne d'Arc qui s'opposent, en fait. Donc, je précise d'ailleurs, la guerre entre ces deux visions de Jeanne d'Arc, en fait, ça touche ça touche l'art, ça touche aussi l'histoire, ça touche aussi les archives, par exemple, parce que l'édition, par exemple, du procès de Jeanne d'Arc est confiée en express à Jules Quicherat, qui est un élève de Michelet, parce qu'au même moment, vous avez un catholique qui veut le faire. Et Michelet dit, il faut que ce soit un républicain qui le fasse. Et donc Quicherat, on lui confie en express l'édition qui est très bien faite, en fait, voilà, donc, des divers procès de Jeanne d'Arc. En fait, alors, et encore une fois, mais j'insiste, la Jeanne d'Arc qui gagne, quelque part, au XIXe siècle, en tout cas au début du XIXe siècle, c'est la Jeanne d'Arc républicaine. Quand vous avez par exemple, là c'est tiré aussi du Gauthier des Champs, en fait, donc 1907, vous avez une double page consacrée à Jeanne d'Arc, et donc pas une page unique comme Charles Martel. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez bien le texte, alors encore une fois, je suis désolé, c'est un peu petit, en fait, mais par exemple, voilà, le texte, pour moi c'est super petit, donc je vais le mettre là. Le texte parle. Elle dit, il y a des voix qui lui disaient. Sauf qu'on ne précise pas que c'était des voix, voilà, parce qu'on sait que c'était des voix d'archange. Enfin, voilà, donc là, il dit oui, c'est des voix, voilà, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, et aussi donc, c'est pareil, vous avez un passage en fait, où il y a marqué en fait, qu'elle est issue du peuple et elle rassemble le peuple, enfin, pendant le sacre. En fait. Donc, c'est elle qui rassemble le peuple et c'est pas Charles VII. En fait. Donc, c'est aussi montré comme une patriote guerrière, en fait, qui a une image, encore une fois, c'est une image de défense nationale. En fait, donc, voilà. Donc, ce qui fait que et d'ailleurs, dans le Petit Davis, ça c'est pareil, en 1900, le Petit Davis qui est publié en 1913, qui conclut, en fait, il y a un chapitre entier consacré à Jeanne d'Arc, et il est dit dans ce Petit Davis-là, en fait, tous les Français doivent aimer de tout leur cœur l'admirable Jeanne, qui mourut pour son roi, pour la France et pour nous. Voilà, donc là, on a, alors la vie, c'est un peu plus œcuménique, en fait, que le Gauthier des Champs, mais il y a cette image qui, encore une fois, insiste beaucoup sur voilà, le peuple, enfin, Jeanne d'Arc est morte pour la France, en fait, donc, la France comme nation. Donc, alors, là c'est pareil, là vous avez aussi
Aussi, alors les statues de Jeanne d'Arc, je l'ai dit, à Paris il y en a 5. La plus célèbre, c'est celle qui est place des Pyramides, en fait, qui est située à l'endroit où, en fait, donc, à l'endroit où il y avait la porte, la poterne, où elle a été blessée pendant le siège de Paris, en fait, parce que Paris a refusé que Jeanne d'Arc vienne. D'ailleurs, quand vous lisez les textes des Parisiens à l'époque, c'est pas piqué des hannetons, parce que voilà, il la traite parfois de tous les noms. Donc voilà, voilà. Mais voilà. Donc là, vous avez une voilà, on est vraiment dans une espèce de voilà, il y a même des auteurs en fait, donc, qui parlent carrément de c'est notre sainte, c'est une sainte laïque en fait. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, c'est marrant, c'est les Républicains qui les premiers parlent d'une sainte en fait, en disant mais c'est une sainte laïque, c'est la sainte de la République en fait, c'est la martyre en fait, le terme employé, c'est la martyre de la nation en fait. Donc, et sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, il va y avoir une réaction dans tous les sens du terme catholique en fait. Et là, il y a un personnage qu'on ne peut pas évacuer en fait. C'est Monseigneur Dupont-Loup en fait, donc, qui est évêque d'Orléans en fait, donc, qui va très rapidement, parce que Orléans c'est une ville joannique par excellence, vu que c'était à l'époque la seule ville où il y avait les fêtes de Jeanne d'Arc, donc, et en fait Dupont-Loup lui dire, en gros concrètement, il faut que l'Église catholique récupère Jeanne d'Arc. Et il va consacrer 2 panégyriques à Jeanne d'Arc, un en 1855 et un en 1869, et dedans il appelle à ce que Jeanne d'Arc soit reconnue comme sainte. Sauf que ça ne va pas se faire tout de suite, je l'ai dit, c'est 1920 la canonisation en fait, donc ça va être assez long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà Dupont-Loup, en fait, c'est un évêque, mais c'est aussi un homme politique, il était très réactionnaire, il était très connu, il était très influent, c'était un homme d'action, donc, il était sénateur, il s'opposait à Napoléon III qui ne trouvait pas assez, notamment parce que Napoléon III n'a pas soutenu assez la papauté à son égard et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, tout un procédé en fait, petit à petit. En fait, Dupont-Loup, il meurt, mais en fait, même après sa mort, en fait, l'Église catholique reprend son combat en fait, française. Et puis petit à petit, en fait, il va y avoir, ça va réussir. Et donc en 1894, il va y avoir l'ouverture du procès en béatification. Parce que vous savez, c'est une procédure assez longue en fait. Donc, pour être canonisé, on doit d'abord être béatifié et puis après canonisé. Donc, et il y a 2 procès qui sont en fait des enquêtes, en fait, des enquêtes de moralité, pour prouver aussi que les personnes ont fait des miracles. Donc, et au moment où il y a l'ouverture du procès en béatification en 1894, là c'est le début en fait. Là pour le coup, il va y avoir une guerre en fait mémorielle qui va durer 25 ans en fait. Donc, entre d'un côté de la gauche. Et la droite, entre eux, d'un côté, les laïcs et les catholiques. Notamment, par exemple, vous avez là, une de la Croix, en fait, le 25 mai 1894. Et si vous lisez, je vous ai agrandi ce passage-là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez, dans ce passage-là, en fait, cet article de la Croix décrit, en fait, la réaction des francs-maçons au moment en fait, de l'annonce de l'ouverture du procès en béatification. Parce qu'il va y avoir en fait, là vous avez même une image qui est prise, alors dans mes souvenirs, c'est au musée de la franc-maçonnerie à Paris, cette image-là. Donc, et en fait, vous avez la loge maçonnique des Carcassonne, en fait, qui dit Jeanne d'Arc, c'est une des nôtres. Je vous la montrerai après. Mais là, vous avez la croix en fait, qui dit, le 30 mai 1431, et là, il fait parler, il dit, la croix cite ce que disent les francs-maçons, en fait. Le 14 mai 1431, l'Église fit brûler Jeanne d'Arc comme hérétique et relapse. Le clergé était en cela logique avec lui-même, puisqu'en obéissant à ses voix particulières, Jeanne d'Arc n'écoutait en réalité que sa conscience individuelle qui lui commandait de sauver la France. C'était une révoltée croyant en elle-même, en dépit des théologiens. Au nom de la vérité historique, il y a donc lieu de protester, et encore une fois, c'est les francs-maçons qui parlent, en fait, contre les manœuvres cléricales qui tendent à exploiter les sympathies acquises à Jeanne d'Arc. Les libres penseurs ne sauraient mieux le faire qu'en allant déposer le 30 mai prochain une couronne de deuil au pied de la statue de Jeanne d'Arc, la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Plusieurs, donc c'est les loges, en fait, c'est la manière dont, plusieurs loges ont décidé de manifester ainsi leur sentiment de reconnaissance envers l'héroïne qui prépara l'œuvre de la Révolution en combattant pour l'unité française. Ça va, encore une fois, là c'est du Michelet plus. Leurs délégués se réuniront au Jardin des Tuileries le mercredi 30 mai à 5h précises du soir, le vénérable de la loge Travail et Effray, ami fidèle, Oswald Wirth. Et là, commentaire de la Croix,
qui était à l'époque un journal ouvertement antisémite. Tel est le morceau signé Oswald Wirth, entre parenthèses, ce nom est-il français, voilà. Donc, parce qu'il faut comprendre que derrière ça, hein, on est en 1994, on est 9 ans après la publication du pamphlet La France juive hein, de Drummond, hein, qui est un énorme succès. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour une frange des catholiques qui sont les plus conservateurs, il y a cette idée que, et ça va être théorisé après par Maurras, en fait, hein, notamment, il y a l'idée que la France est attaquée par des éléments étrangers, en fait, hein, que la France catholique est attaquée par des éléments étrangers, des étrangers étant évidemment les éléments juifs, en fait. Hein, donc. Et donc, quelque part, prouver que Jeanne d'Arc est béatifiée et ensuite canonisée, comprenez qu'en fait, c'est un moyen de prouver que la France est par essence catholique. Et donc, que les juifs n'ont rien à faire, en fait, ne peuvent pas être français. Et donc c'est là, en fait, et puis là on n'est pas encore dans l'affaire Dreyfus, mais évidemment, au moment de l'affaire Dreyfus, Jeanne d'Arc là va être prise là-dedans, en tout cas les mémoires de Jeanne d'Arc vont aussi être prises là-dedans. Ce qui fait que vous allez avoir, bon là je vous ai montré hein, cette affiche-là en fait, donc je passe très rapidement, donc voilà, vous avez par exemple cette carte postale-là, qui est une carte postale en fait anticléricale, en fait, hein. Jeanne d'Arc trahi par son roi, brûlée par les prêtres, en fait, hein, donc voilà, donc souvenez-vous, tels ils étaient hier, tels ils le seront, il serait demain, veillez. Alors, je passe très rapidement. Alors, c'est même intéressant parce que même. Alors, il va y avoir. Parce qu'il y a cette idée de manifester devant la. Alors, il y a plusieurs choses. Là, vous avez une statue qui est assez connue, qui est au niveau du Ballon des Vosges, en fait. Hein, donc, et qui est une statue de Jeanne d'Arc, ici, hein, donc, à droite, en fait. Hein, donc, et ce qui est intéressant, c'est que cette statue-là. Bon, là, vous voyez une carte postale, enfin, vous voyez un bout de carte postale. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la statue, à cette époque-là, d'après ce que j'ai pu lire, mais ça, il faudra que je vérifie, mais je suis quasiment convaincu que c'est ça, la statue, contrairement à ce que je croyais au début, elle n'est pas directe, parce que là, au niveau du Ballon des Vosges, on est sur la frontière à l'époque, hein. On est sur la frontière avec l'Allemagne. Mais sauf que la statue, elle est tournée vers la France. Donc vous comprenez que les gens qui ont mis en place cette statue, en fait, hein, donc, leur but, c'est de dire qu'il y a un ennemi intérieur. Ce que je veux dire, Jeanne d'Arc doit, en fait, quelque part, revenir pour reconquérir la France, en fait. Et derrière ça, en fait, la France doit redevenir catholique, puis après, on s'occupera, en fait, hein, des Allemands, en fait. Ce qui fait que vraiment, quand vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré les pics hein, de presse hein, en 1909, en 1920. Le plus grand pic hein, de presse d'allusion à Jeanne d'Arc, c'est 1909, au moment de la béatification, parce que là, il y a une espèce d'exultation de la droite et de l'extrême droite antisémite. Pourquoi? Parce qu'on est 4 ans après 1905, et donc c'est la réponse du berger à la bergère. Quoi. Si je me dis en plus, c'est à propos. Donc voilà. Donc, mais donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir ça. Donc en 1909, vous avez la Libre Parole, qui est le journal de Drummond, en fait, hein, qui est très lu, qui était un journal en fait. Hein, voilà, donc dont le slogan La France aux Français, voilà, donc ça peut rappeler. Et donc, vous voyez, au moment de la béatification, eh bien, la Libre Parole fait sa une, d'accord, sur la béatification de Jeanne d'Arc. Voilà, ça y est, en fait, victoire, en fait, voilà, c'est notre victoire. C'est donc voilà. Donc, et au même moment, c'est au même moment où vous allez avoir, donc ça commence d'ailleurs en 1906, si je me souviens bien. Il va y avoir un historien qui, Abbé Talamas, en fait, hein, qui va faire des cours sur Jeanne d'Arc, qui va dire, c'est un historien, c'est un prof républicain, qui va dire, bon, les voix, en fait, c'est elle qui les a imaginées, et là, évidemment, scandale, l'Action française et les camelots du roi, hein, donc les royalistes de Maurras s'emparent de ça, ils vont perturber les cours de Talamas, d'abord au lycée, puis quand Talamas va aller à la Sorbonne faire aussi des cours, ils vont les perturber ses cours, en fait, hein, et donc il y a une espèce de montée en puissance en fait hein, du militantisme autour de la figure de Jeanne d'Arc, ce qui fait que ça va vraiment devenir quelque chose d'hyper cristallisant en fait. Hein. Et c'est à ce moment-là aussi que l'Action française, en 1909, va commencer à faire des manifestations, en mai, début mai, va commencer à faire des manifestations à la statue en fait de Jeanne d'Arc place des Pyramides, ce qui va être l'habitude qui va être repris par le Front National dans les années 80 en fait. Hein. Donc, et donc il va y avoir en fait, on est dans ce contexte-là. Et donc, petit à petit, l'Action française, hein, donc, et toute l'extrême droite antisémite, va quelque part accaparer en fait, hein, le souvenir de Jeanne d'Arc. En fait, hein. Donc, en tout cas, s'en emparer, et ce qui fait que petit à petit, hein, il va y avoir, vous allez voir, en fait, on pourra en parler, ça c'est pareil, hein, mais je dépasse un peu déjà, mais on pourra en parler pendant des heures, mais il va y avoir en fait des tentatives de réponse hein, de la part de la gauche anticléricale, mais elles vont toutes échouer en fait. Hein.
jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, où en fait Jeanne d'Arc, là, ça va devenir plutôt une figure un peu plus œcuménique, en fait, hein. Ça va s'apaiser. Mais vraiment, tout au long voilà, 1909-1920, en fait, eh bien, il faut bien comprendre que là, c'est en fait la droite ultra-conservatrice qui accapare Jeanne d'Arc et qui réussit. Et d'ailleurs, le procès en... Alors, attendez, je mets juste... Ça, c'est pour vous montrer un peu le niveau de la libre parole, parce que vous avez ces... Donc c'est toujours en 1909, hein, les dessous judéo-maçonniques du procès de Jeanne d'Arc. L'évêque Cochon était juif, le cardinal de Winchester était un grand maître des Templiers, bien sûr. Parce que les Templiers, comprenez, les Templiers, c'est des francs-maçons. Voilà, c'est forcément... Voilà. Mais c'est pour montrer un peu le... Enfin, aujourd'hui, on parle de complotisme, voilà. Voilà, là, vous avez déjà... Vous avez une sacrée dose. Alors, je passe là-dessus. Ça, j'ai pas le temps d'en parler parce que c'est pareil, c'est une digression qui est intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a d'autres pays qui s'emparent de la figure de Jeanne d'Arc, mais notamment dans les pays anglophones et encore plus aux États-Unis, Jeanne d'Arc, c'est pas du tout une figure royaliste. Aux États-Unis, ils auront un peu de mal, mais c'est une figure féministe en fait. En fait, les suffragettes en fait, hein, s'emparent de la figure de Jeanne d'Arc et disent voilà, c'était une des premières féministes. Parce qu'encore une fois, en fait, hein, il faut, en fait, voilà, on est dans les usages mémoriels, en fait. Hein, mais là, vous avez par exemple la marche des femmes de 1913, hein, donc vous avez Jeanne d'Arc, en fait. Voilà, donc, voilà. Et vous avez aussi des suffragettes en Angleterre qui défilent à Londres en habit de Jeanne d'Arc, en fait, hein, 1909 et tout. Donc voilà, donc, il va y avoir des tentatives comme ça en France. Hein, avec Hubertine Auclair, hein, qui vont tenter, des féministes qui vont tenter de s'emparer aussi comme ça, qui vont se réclamer de Jeanne d'Arc. Ça ne va pas marcher du tout, parce qu'encore une fois, l'accaparement par l'action française et puis, voilà, est trop forte, en fait. Hein, en tout cas, marche très bien. Alors, je passe là-dessus. Oui, alors, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la Première Guerre mondiale, Jeanne d'Arc va devenir, en fait, ça va il va y avoir, c'est pas un, ça va perdre, en fait, le fait que Jeanne d'Arc, en fait, il va y avoir une espèce l'union sacrée va faire que Jeanne d'Arc va devenir à la fois une figure patriotique et en même temps une figure, en fait, qui va, l'action française va réussir, en fait, quelque part à faire un mélange assez réussi de Jeanne d'Arc figure patriotique et Jeanne d'Arc figure catholique. En fait. Ce qui fait que c'est ça qui va fonctionner. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1920, encore une fois, au moment de la canonisation, il faut aussi voir le moment de la canonisation comme un moment de réponse à 1905. Pourquoi ? Parce que en 1904, il y a une rupture des relations diplomatiques entre le Vatican et la France. À cette époque-là, c'est un gouvernement républicain de gauche. Voilà. Et c'est ce gouvernement-là qui va, donc, notamment, c'est à ce moment-là qu'on fait la loi de 1905. En 1920, l'ambiance a changé. La chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre Bleu Horizon, hein, donc c'est une chambre très conservatrice, en fait, voilà, où il y a notamment des députés Action française. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir une espèce de deal, en fait, un d'accord entre le Vatican et ce gouvernement, le gouvernement issu de cette chambre-là. On va dire voilà, on va rétablir les relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Le Vatican va accélérer le processus de canonisation de Jeanne d'Arc et en même temps, hein, en même temps, on va décréter que Jeanne d'Arc, on va décréter qu'en France, il va y avoir une fête de Jeanne d'Arc qui va avoir lieu début mai, voilà, donc, et qui va devenir la nouvelle fête nationale. Donc vous comprenez qu'en plus, c'est une manière de dire, en fait, on va peu à peu, en tout cas c'était le projet, en fait, hein, on va peu à peu abandonner le 14 juillet, en plus une manière de répondre aussi un peu au 1er mai, et donc on va faire la fête de Jeanne d'Arc, en fait, qui est une sainte catholique en plus, hein, comme la nouvelle fête nationale. Hein. Et donc, ce projet-là, tout au long des années 20, en fait, hein, il va être utilisé, ce qui fait que quand vous voyez, par exemple, les fêtes de Jeanne d'Arc dans les années 20, en fait, hein, là, même dans l'expo, on en a, en fait, hein, c'est assez frappant, on voit que dans les fêtes de Jeanne d'Arc, notamment au moment du 5e centenaire en 1929, eh bien, généralement, des hommes politiques, des élus républicains, en fait, hein, mais plutôt des élus conservateurs, acceptent, hein, ce qui n'était pas le cas avant, en fait, hein, acceptent qu'il y ait notamment des ecclésiastiques qui soient présents aux fêtes de Jeanne d'Arc. Hein. Ce qui fait qu'il y a vraiment cette idée, voilà, ce projet, en fait, hein, de créer une espèce de
vision de Jeanne d'Arc très conservatrice, avec l'idée que la France est par essence, serait par essence catholique. Donc ça c'est un moment très fort. Et ce qui est intéressant, évidemment, alors, ça va encore plus s'accélérer au moment de Vichy, en fait, hein, où là, Pétain va remettre un coup là-dessus. En fait, hein, là, il va y avoir un usage massif de Jeanne d'Arc. Encore une fois, je passe plus vite parce que je suis assez... Là, j'ai déjà dépassé pas mal l'horaire, en fait. Donc, là, vous avez par exemple des images en fait, hein, de l'époque de Vichy avec la fête de Jeanne d'Arc. Voilà, avec en plus, vu qu'en plus, là, les ennemis sont anglais, donc là, on y va voilà, donc, avec cette image très connue au moment du bombardement de la cathédrale de Rouen, en fait, en 1944, par les bombardiers alliés, en fait. Donc, hein, et en effet, la cathédrale a été touchée, et vous avez cette affiche très connue, en fait, les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime, avec Jeanne d'Arc, qui est comparée à la cathédrale qui est brûlée. C'est pas la première fois que c'est fait, hein, parce que si vous regardez bien, j'avais une autre image, regardez, vous avez ça, c'était fait pendant la guerre de 14-18, avec la cathédrale de Reims, avec cette fois, c'était les Allemands qui brûlaient Jeanne d'Arc. C'est pas nouveau, voilà, mais encore une fois, hein, une figure comme ça, c'est tellement plastique qu'on utilise à toutes les sauces. Et voilà, donc, je vais pas passer la vidéo, je vais mettre une autre vidéo qui est très intéressante, hein, parce que là, Pétain, en effet, à l'époque de Pétain, usage massif de Jeanne d'Arc, et il va y avoir une dernière tentative de réponse, de reprise en main par la gauche. Elle va venir d'un endroit que vous ne soupçonnez, enfin, vous ne pourriez pas soupçonner, ça vient du Parti communiste. Parce que, en 1945, vu qu'en fait la fête de Jeanne d'Arc était fêtée au tout début mai, notamment autour du 8-9 mai. Le 8 mai, c'est la victoire de 1945. Voilà, c'est la fête de la victoire. Et ils vont, les communistes, en fait, vont dire, ils vont reprendre quelque part toute la tradition de Michelet, en fait. Voilà. Ils vont dire, voilà, Jeanne d'Arc a été brûlée par l'Église, c'est la nation en armes et tout, c'était la première des résistantes, voilà, donc, cette idée-là. Et donc, ils vont comparer notamment Jeanne d'Arc avec Daniel Casanova, avec une résistante communiste, en fait, hein, qui est morte en déportation. Et ce qui fait que, par exemple, vous avez je vais vous passer un extrait d'un film de propagande communiste de 46, si je me souviens bien, ou de 45. C'est pas très long. Et puis après, je vous montrerai des unes de l'UMA où on voit, en fait, hein, des fêtes de Jeanne d'Arc. Les communistes vont essayer de faire des nouvelles manifestations de Jeanne d'Arc, place des Pyramides, le 8 mai 45, où ils vont dire, bah, en fin de compte, Jeanne d'Arc, c'était une des nôtres aussi, voilà, donc ça appartient pas aux pétainistes, et ça appartient pas à l'extrême droite, ça appartient pas aux catholiques. Non, alors, attendez, il faut que je... Voilà. La douce terre de France, divisée par des luttes féodales, lentement réunie dans ce domaine royal convoité par l'étranger. Et qu'un beau jour de 1429, une fille de chez nous allait défendre. Jeanne d'Arc. Ceux qui, jadis, la brûlèrent, la représentent aujourd'hui comme une sainte. Mais Jeanne appartient au peuple. Incarnation populaire du sentiment national, emprisonnée, torturée, brûlée vive, Jeanne se classe dans la longue lignée des patriotes qui luttèrent et moururent pour que vive la France. Torturée comme les résistants. Jeanne a connu ces mêmes cachots, où tant des nôtres furent emprisonnés comme elle, et comme elle torturés. Le même amour les soulevait. C'est par son sacrifice. C'est par leur sacrifice que la France continue. Jeanne n'était qu'une simple bergère. Les malheurs de la patrie firent d'elle un soldat. 1429, la moitié du sol français subissait la domination anglaise. Comme en 1940, la domination allemande. Jeanne, la paysanne aux mains nues qui de sa vie n'avait touché ni épée ni hallebarde, se dresse contre l'envahisseur. Voilà, donc là vous avez quand même, c'est assez fort, même si vous prenez attention, enfin faites attention au vocabulaire, voilà, on est vraiment dans Jeanne qui annonce les résistants, voilà, c'est assez frappant, et ce qui fait que là par exemple vous avez des unes de l'UMA, voilà, donc l'UMA c'est, donc là on est en 48 si je me souviens bien, je ne vois pas, mon écran est trop petit, mais regardez bien, donc hier matin, place des Pyramides, les Parisiennes ont honoré Jeanne d'Arc et Daniel Casanova. Voilà, donc on est une de l'UMA, voilà, et là par exemple, ça va être aussi utilisé en fait hein, au début de la guerre froide, hein, parce que là on est au moment crucial où ça va passer. Ce qui fait par exemple à Orléans, hein, à la fin des années 40, vous allez avoir des tracts en fait hein, communistes qui disent ça.
ma mission est de bouter l'étranger hors de France, Jeanne d'Arc, les Américains en Amérique. Voilà, donc là, ça va aller très loin. Ce qui fait que parfois, vous avez alors le Figaro qui va mettre des dessins comme ça, voilà, avec justement, voilà, donc là vous avez Maurice Thorez qui monte sur la statue de Jeanne d'Arc avec Jacques Duclos qui, tu peux descendre, on a fini de rigoler, voilà. Voilà, donc il dit, voilà, ou en plus Duclos Thorez qui compare Jeannette Vermèche, vous savez, c'était sa femme, voilà, donc voilà, donc c'est ça, on est dans des usages en fait assez frappants, et encore une fois, on pourra continuer, cette histoire-là, mais encore une fois, j'ai bien dépassé, mais cette histoire-là, on peut la continuer jusqu'aux années 80, jusqu'à aujourd'hui, en fait, voilà, mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde plutôt les années 60, c'est plutôt 60, 70, 80, c'est plutôt apaisé. Et puis évidemment, ça repart avec le Front National, où ça redevient en fait une figure qui devient controversée, une figure qui est controversée, une figure mémorielle chaude en fait, voilà, qui est utilisée de manière vive. Voilà. Voilà, mais si vous avez des questions, je vais prendre une petite pause syndicale, je vais boire un petit verre d'eau. Mais si vous avez des questions sur... profitez-en, parce qu'après il y a une interrogation écrite. Déjà, je pense qu'on peut remercier William Blanc pour